Bonjour à tous, bienvenue à la table ronde numéro 2. Alors évidemment, le thème reste le même, la cyberviolence chez les jeunes sportifs, mais là, nous allons développer la notion d'impact direct sur les sportifs. Quelle utilisation des réseaux sociaux, l'impact sur le sommeil, l'impact sur l'activité sportive et l'impact psychologique. Très intéressant, dans cette table ronde, nous aurons des témoignages de sportifs, de ceux qui finalement ont été confrontés dans le cadre de leur activité à cette problématique, je dis pas forcément à la cyberviolence, mais à la problématique des réseaux sociaux qui amène la cyberviolence. Donc, dans un instant, je vous les présenterai, mais avant tout, ce n'est pas le président du comité français du fair play qui va prendre la parole, mais son brillant et éminent secrétaire général, Gérard Tugaz. Peut-être Gérard, alors vous qui êtes à l'origine de ce questionnaire, qui est la base de travail concernant ce forum sur la cyberviolence, un mot sur ce que vous avez voulu mettre en place, ce qui finalement a décidé tout cela. Bonjour, cher Gérard. Bonjour à toutes et à tous. Le groupe Occitanie a pondu ce questionnaire, 1820 réponses. On en a retenu 1700. C'est à peu près étal entre garçons et filles. Au niveau des réseaux sociaux, le SMS reste quand même d'actualité. Snapchat, Instagram, TikTok, la liste est bien présentée. Si on regarde le temps passé par jour, 2 heures, on est à 33%. 3 heures 25% et plus de 4 heures 14%. Si on regarde les tranches horaires, déjà on se rend compte qu'il y en a qui se lèvent tôt et qui commencent par ça. La partie la plus forte, 80% quand même, après 18 heures et 21% après 22 heures. Voilà ce que je voulais présenter et je vous laisse donc débattre à partir de ces résultats. Merci, cher Gérard Tugas. Alors, je vous présente nos 4 intervenants de cette table ronde numéro 2. Nous aurons comme deuxième intervenante Karine Dupuis, qui est docteure en pharmacie, experte en neurosciences et sport santé. Elle nous parlera de ces problèmes concrètement, notamment au niveau cognitif, de ces surconnexions. Troisième intervenant, vous la connaissez bien, Delphine Réau, 2 fois médaillée olympique. Alors là, il s'agissait de tir, la fosse olympique. Elle est désormais membre de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF. Là aussi, alors vous avez bien compris, le tir, la nécessaire concentration de ce sport et les conséquences directes. Elle est aussi maman, elle nous en parlera. Enfin, David Larose a été champion du monde junior de judo, vainqueur à 2 reprises du Grand Slam de Paris, et il a créé Sport Social Media Academy. Voilà nos intervenants. J'aimerais donner la parole, parce qu'on lance à chaque fois avec un témoignage officiel la table ronde. J'aimerais donner la parole donc à Yvan Coste-Manière, qui est directeur scientifique de Schema Business School et qui est surtout vice-président du CROSS. Donc là, c'est la partie régionales, les subdivisions régionales du Comité national du sport olympique français. Pour la région Sud, bonjour cher Yvan Coste-Manière, un mot sur votre action par rapport à cette problématique de la cyberviolence dans la région Sud. J'ai entendu des mots tout à l'heure sur la première table ronde qui m'ont beaucoup plu. J'ai entendu la notion de respect. On a cette approche pour la bonne et simple raison qu'on avait mis en place des suggestions que vous avez évoquées tout à l'heure, des formations dans ce cadre-là pour la destination des dirigeants, des entraîneurs, qui quelque part, sans être complémentaires de celles qui touchent à la laïcité, à la lutte contre le racisme, ont déjà été mises en place il y a 12 ans et qui avaient abouti à cette époque-là à la reconnaissance d'un diplôme de formateur de formation pour le biais de la DRJSCS de l'époque. Donc, jusqu'à y compris, le système étatique avait compris qu'il fallait que les dirigeants aussi aient ce rôle éducatif, pédagogique. J'ai le même genre de démarche au niveau de l'école dans laquelle j'enseigne, tout simplement parce que j'ai la chance d'être dans une ambiance totalement multiculturelle, multi-âge, et que très souvent, c'est dans ces diversités aussi que l'on arrive à retrouver des chocs, des antagonismes qui n'auraient pas eu lieu d'être par ailleurs. Donc, quand les premiers cas de cyberharcèlement ont vu le jour ici à l'école,
C'était entre Indiens, c'était Indiens contre Chinois. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer à l'heure actuelle avec des étudiants ukrainiens et russes dans le même amphithéâtre. Donc, on a vraiment été, dès le départ, dans cette sensibilité et dans l'orientation vers des outils qui soient de plus en plus efficaces, si cela était possible. On a monté une cellule psychologique dès que dérapage j'ai bien dit dérapage, ou dès que l'on se rend compte de cette espèce de propension à une autarcie, pour pas dire un autisme de quelqu'un qui serait victime ou supposé victime de cyberharcèlement, il y a un suivi avec jusqu'à y compris des psychologues. Et pour ce qui nous concernera pour la table ronde, dans tout ce qui est modification des trains d'ondes cérébrales, repos, etc., je terminerai simplement en disant qu'un sport comme un enseignement de grande école, c'est piloté par cette logique de la recherche de la performance. Elle suppose ou présuppose qu'au niveau cérébral, on soit à peu près équilibré, certainement pas soumis à quelques formes de déséquilibre, que ce soit. Et ce cyberharcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est devenu plus que préoccupant. Merci Yvan Costmanière. C'est avec vous que nous ouvrons, chère Karine Dupuy, docteur en pharmacie, experte en neurosciences et sport santé. Je parlais de la notion d'hyperconnexion et de l'impact sur la performance. Vous avez finalement identifié tout un tas de problématiques et notamment la première qui est cognitive. Alors, les conséquences cognitives de l'hyperconnexion. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Je voulais juste débuter par cette chose-là. Je voulais vous dire, à partir du moment où on est hyper connecté, c'est qu'on est obligé de se déconnecter de quelque chose et souvent de beaucoup de choses. Je le rappelle juste que le cerveau de nos adolescents et de nos jeunes se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, il y a un impact, bien évidemment, sur les fonctions cognitives. Vous allez me dire, oui, et c'est quoi les fonctions cognitives? Ben, c'est tout simplement d'être efficient au quotidien, d'être performant. Et donc, vous voyez tout à fait le lien qu'il peut y avoir direct avec, notamment dans les mécanismes d'apprentissage, d'attention, de mémorisation, et également dans tout ce qui est planification. Et bien évidemment, ça touche nos jeunes et nos ados, mais également avec des conséquences importantes pour des jeunes qui seraient sportifs de haut niveau. Vous nous confirmez que c'est la performance qui est affectée, puisque tout le travail qu'on est en train de faire ces dernières années, notamment au niveau de la préparation mentale, là, il est détruit. Il est détruit, et alors d'autant plus avec Paris JO 2024, où effectivement on est en train de porter toute une génération à les sensibiliser sur l'intérêt de faire de la préparation mentale dès le plus jeune âge. Si vous voulez, il y a une sorte de battle, de bataille entre deux circuits. Le circuit qui va permettre aux sportifs de haut niveau et aux jeunes d'être performants, c'est-à-dire de développer ces fonctions cognitives, et ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc si vous voulez, quelque part, on va empêcher par une hyperconnexion le développement de la partie du cerveau qui permettrait tout simplement aux jeunes d'être performants. Bon, là on est dans le cœur de la neuroscience, mais si on élargit à la partie psychologique, on s'aperçoit aussi que d'un point de vue émotionnel, là, il y a toute une nouvelle gestion. Par exemple, l'hormone du sommeil, chez un adulte normal, elle est produite à 22 heures, chez un adolescent à 1 heure du matin. Donc, bien évidemment, la conduite à risque va être encore plus si vous voulez, plus importante sur des heures tardives, puisqu'il va produire sa mélatonine beaucoup plus tard. Vous avez aussi un contact avec les jeunes, et vous, ce que vous préconisez, c'est que finalement, tout le travail de prévention, il est à amorcer au sein même de la sphère des jeunes. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui doivent parler aux jeunes pour faire attention, pour apprendre à faire attention. On le sait, le discours n'aura pas le même impact si c'est un adulte qui parle versus si c'est un jeune à qui il est arrivé des choses. Et c'est le meilleur moyen de justement tenter de modifier les comportements. Sur l'hyperconnexion, si je voulais dire, interdire les choses n'a jamais encore une fois, modifier les comportements. Delphine Réau, je vous le disais, double médaillée olympique de la fosse olympique, c'est du tir, membre de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF. Elle est également membre du tout nouveau, donc comité français du fair play. Finalement, quand on pense à ce sport, le tir, on se dit il y a finalement plein de petits parallèles parce que dans la virtualité, on s'amuse aussi à tirer, on est aussi dans la virtualité sur une concentration totalement parallèle. Univers parallèle, virtuel, vous voulez mettre en avant cette notion d'univers parallèle, finalement, de monde virtuel. Alors, effectivement, moi, ce que je constate, c'est pareil, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans.
justement j'ai mis au sport très tôt pour qu'il soit actif et qui développe, on va dire, toutes les bonnes valeurs liées au sport. Mais ce que je constate quand même, même à cet âge-là, en fait, là où quand je le mets, moi je le mets pas en centre de loisirs, mais dans une école des sports pendant les vacances. Tous les gamins qui sont dans cette école, en fait, font du sport toute la journée. Il y a des pauses le midi, il y a des pauses après en fin d'après-midi. Et là, premier réflexe, la console, ils jouent en réseau ou alors l'écran. En fait, c'est là quand on parlait de monde virtuel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont plus là, le physique est là, mais l'esprit est parti ailleurs. Et ils sont complètement connectés à leur jeu, ils sont connectés entre eux dans un autre univers, et vraiment, on a l'impression qu'il y a un mur entre eux et nous, et qu'il n'y a plus de dialogue possible. Oui. Aujourd'hui, ne serait-ce même que dans la pratique au collège, pour avoir leurs résultats, pour avoir leurs devoirs, ils sont obligés de se connecter sur le site internet du collège. On est dans un monde de connexion, mais c'est une connexion virtuelle. Vous faites un sport je le disais, qui est symbolique. Vous, en tir, on dit toujours, même pour s'amuser, on ne vise jamais. Et finalement, cette notion de on ne pointe jamais avec le pistolet, c'est le principe même des jeux vidéo aussi. Et là, c'est un exemple central. Faisant du tir, enfin voilà, c'est dans mes gènes de faire d'abord de la sécurité, même avec une arme en plastique. Donc moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours à mon fils, tu ne vises personne. Sauf que ce qui est terrible, c'est que dans certains jeux vidéo, on est à l'opposé de ça. Et on doit tuer l'autre. Enfin, ils comprennent plus, quoi. Effectivement, comme ils sont en construction, il y a des choses qu'ils ont vraiment du mal à appréhender. Et le fait qu'il y ait ces deux univers, le virtuel et le réel, ils sont un peu perdus au milieu de tout ça. Troisième intervenant, David Larose, champion du monde de judo chez les juniors, et puis après chez les grands, médaillé champion d'Europe. Il a été numéro 1 français, vainqueur du Grand Slam de Paris. Et il est aussi chef d'entreprise, puisqu'il il est à la direction de Sport Social Media Academy. Vous avez mis en place une aide pour les jeunes athlètes pour gérer leur notoriété sur les réseaux. Expliquez-nous. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on est parti du constat que il fallait composer avec ces réseaux sociaux et qu'il fallait réussir à en faire une force et qu'il fallait acculturer, sensibiliser et donner un cadre, en tout cas, à ces réseaux sociaux, pouvoir en faire une force et pas seulement une distraction. Et en partant de ce constat-là, on a créé un module de formation en 100% e-learning pour s'adapter aux meilleures conditions du sportif. Comment faire quelque chose de bénéfique, comment se créer une e-notoriété, une visibilité positive du sportif et tout ça pour qu'au bout du compte, ils puissent aussi, pour certains, vivre de leur passion. Parce que pour beaucoup, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté et pourtant, ils ont aujourd'hui la possibilité de se créer une notoriété et de pouvoir avoir des partenaires et des sponsors pour vivre pleinement de ça. Vous avez mis en place une méthode de prévention. Quelles sont les grandes lignes que vous donnez ? Dans les grandes lignes, déjà, on part sur des choses basiques. Déjà, je les incite très fortement à retirer les notifications. Parce que les notifications, c'est le meilleur outil pour passer son temps sur son téléphone. Et après, ça ne nous empêche pas quand même de leur donner des tips s'ils ont besoin de contenu, on peut mettre à participation soit les copains ou soit les coachs qui ont bien compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux faisaient partie intégrante du développement de la carrière du sportif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à avoir une belle communauté, ça peut ramener des partenaires, ça peut ramener des financements. Et aujourd'hui, c'est préférable d'avoir une personne qui passe un peu plus de temps sur les écrans pour gérer sa e-notoriété plutôt que de le voir faire un job où il a potentiellement 3 quarts d'heure, 1 heure de transport entre chaque entraînement et que là, il va perdre du coup ce bénéfice de récupération. Alors Ludivine, que ce soit pour David Larose, pour Karine Dupuis ou pour Delphine Réau, des questions. Cette question-là, c'est de savoir la responsabilité des adultes aussi dans cette hyperconnectivité. C'est un problème de société au final, ce n'est pas que les enfants.
où les gens me posaient la question, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est hyper connecté? Quand est-ce qu'on va vers une conduite à risque? Alors, je voulais juste vous donner voilà une règle extrêmement simple et qui est valable pour toutes les conduites addictives. C'est la règle des 5 C. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une perte. Le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est le craving, c'est-à-dire cette envie irrésistible, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment. C'est compulsif, d'accord? C'est continu. C'est le 4e C. Et le 5e C, qui est le plus important, c'est les conséquences. Ça, c'est la conduite addictive. Donc, on passe de l'hyperconnexion vers une conduite addictive qui est une vraie problématique de santé. Les enfants, quand ils sont en construction, les premiers modèles qu'ils ont, ce sont les parents. Donc, si nous, déjà, on se raisonne pas et on ne fait pas un minimum de travail au quotidien, et si on n'est pas attentif, l'écran devient notre remplaçant. Et là, c'est non tout de suite, quoi. David, c'est à vous. Je pense que dans un premier sens aussi, c'est sensibiliser les parents, parce que comme ils n'ont pas forcément vécu avec les smartphones et les tablettes et les consoles et tout ça, aujourd'hui, ils ne voient pas forcément le côté négatif du truc. C'est un peu ce rôle de parent, je pense qu'il faut remettre aussi au centre de la table pour qu'ils prennent leur rôle à 100%. Yvan, pour la conclusion. La conclusion elle sera très simple puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ma prochaine peur, c'est non seulement le cyberharcèlement, mais le cyberharcèlement qui pourrait être optimisé par l'intelligence artificielle. Et après, ce que j'avais à redire par rapport à Karine, et il y a une chose qui m'a beaucoup plu quand elle l'a dite, c'est cette recherche de l'identité. Avec cette histoire de réseau social, on voit surtout le verre à moitié vide et on voit pas le verre à moitié plein, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien dit. Et c'est ça qui est intéressant. Merci à vous tous.